Le 13 août 2018, à 2h du matin, Shannan est déposée devant chez elle par son amie Nicole, après avoir toutes deux participé à un voyage d'affaires en Arizona. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Criminum. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Je dois reposter cette vidéo pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je vous serai donc très reconnaissante de bien vouloir laisser un commentaire, un petit j'aime ou la partager. Merci à tous ceux qui prendront le temps de me soutenir. Pour ceux qui l'ont déjà vu, j'en ai profité pour ajouter quelques petites informations. Je vous ai précisé les timecodes dans la barre de description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Sans plus attendre, aujourd'hui, je vous présente la deuxième version de l'affaire Chris Watts, l'exterminateur familial le plus détesté des États-Unis. Shannan Catherine Ruseck naît le 10 janvier 1984 à Clifton, dans l'état du New Jersey, où elle passe son enfance avec son père Franklin, dit Frank, sa mère Sandra et son petit frère Franklin Jr., dit Frankie. Pendant son adolescence, la famille s'installe à Aberdeen, en Caroline du Nord. Shannan se marie une première fois à 19 ans en 2002, à Leonard King, un camarade de lycée. Ils divorcent en 2008. Shannan a 24 ans. D'après elle, cette période fut très difficile, non seulement psychologiquement mais aussi physiquement, à cause de ses problèmes de santé. Sans se décourager, elle travaille dur et à 25 ans, elle fait construire seule une grande maison à Charlotte, en Caroline du Nord. D'après ses amis, Shannan est une femme gentille, généreuse, affectueuse et douce. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Elle est pétillante, dynamique, extravertie et sociable. Elle adore faire l'animation et être mise en avant. Elle a un groupe d'amis soudés avec qui elle parle tous les jours. Elle est très proche de sa famille aussi. Elle est décrite comme très organisée et méticuleuse, voire presque toquée. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et est directe quand elle a quelque chose à dire. Elle ne se laisse pas faire. Après avoir eu des problèmes de santé pendant quelques années, elle est finalement diagnostiquée en 2010 de la maladie du lupus et d'une fibromyalgie. Puis, elle rencontre Chris Watts. My friend sent me a friend suggestion for him. It was actually his cousin's wife, and I deleted it. I was like, I'm not interested. I don't want to meet a guy. Bye-bye. So I deleted her friend suggestion for him, and I got a friend request from Chris on Facebook, and I was like, oh, what the heck? I'm never going to meet him. Except, one thing led to another, and 8 years later, we have 2 kids. We live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. Christopher Lee Watts est né le 16 mai 1985 à Spring Lake, en Caroline du Nord, de Ronnie et Cindy Watts. Il a une grande sœur, Jamie, de 7 ans son aînée. Il est très proche de son père, qu'il considère comme son héros et son meilleur ami. Ce dernier a d'ailleurs connu une addiction à la cocaïne pendant quelque temps après le départ de la maison de son fils, tellement il a été bouleversé. Adolescent, Chris est introverti et sage, il suit les règles de la société et ne fait jamais de vagues. C'est un bon élève qui préfère le sport et ses devoirs aux filles, il n'a d'ailleurs jamais eu de petit ami. Il a été invité une fois par une camarade pour aller au bal de fin d'année. Il était content car il n'aurait jamais osé faire le premier pas. Chris n'est pas le genre d'homme séducteur. À 25 ans, quand il rencontre Shannan, sous l'impulsion d'une connaissance, il était célibataire depuis toujours. Chris est l'opposé de Shannan. Il est timide, retenu et discret. Il ne parle pas beaucoup, il est toujours égal dans ses émotions. Il est décrit comme morne, docile et un peu ennuyeux. Il déteste le conflit et préfère rester dans l'ombre. Sa vie se résume à suivre le mouvement sans s'imposer ou donner son avis. Il accorde énormément d'importance à ce qu'on pense de lui et à la hantise de décevoir ses proches. Les parents de Shannan apprécient beaucoup leur beau-fils et sont très heureux que Shannan ait trouvé, je cite, un bon gars.
Par contre, à l'inverse, les parents de Chris n'aiment pas trop leur belle-fille. Ils la trouvent trop imposante, autoritaire, voire même violente. D'une manière générale, ils ne la considèrent pas comme assez bien pour Chris. Cindy, sa mère, en vient même à dire que Shannan fait semblant d'être malade pour attirer l'attention, le garder auprès d'elle et le contrôler. La mère de Shannan raconte que, quelque temps après la rencontre entre les amoureux, ils ont prévu une réunion de famille pour que les beaux-parents se rencontrent. À un moment, Cindy vient voir la mère de Shannan, Sandra, et lui dit « Je ne le vois pas ». Interloquée, Sandra demande « Pas voir quoi ?» Et Cindy répond « Que votre fille aime mon fils ». Depuis ce jour, Sandra a su que Cindy n'aimerait jamais sa fille et qu'elle serait toujours un obstacle dans son mariage. C'est la sœur de Chris, Jamie, qui s'est chargée des invitations pour la soirée de fiançailles. Mais le jour J, il manque la moitié des invités, uniquement des amis de Shannan. Elle est bouleversée, et quand elle leur demande la raison de leur absence, ses amis lui disent qu'ils n'ont jamais reçu d'invitation. Le couple se marie 2 ans après leur rencontre, le 3 novembre 2012, à Charlotte. Finalement, ni les parents ni la sœur de Chris ne viennent au mariage. Chris, lui, en est très peiné. Quelques mois plus tard, le couple décide de vendre la maison de Shannan et de déménager dans le Colorado, car d'après eux, la météo y serait plus favorable pour la santé de Shannan. Cette décision n'arrange pas les relations entre Shannan et sa belle-famille, surtout pas pour sa belle-mère, qui lui en veut de voler son fils et l'emmener loin pour, d'après elle, l'isoler de sa famille. En 2013, ils achètent une grande maison familiale à Frederick, au 28-25 Saratoga Trail. Le 17 décembre 2013 naît leur première fille, Bella Marie, suivie par la naissance le 17 juillet 2015 de leur deuxième enfant, Céleste Catherine, dite Sissi. Bella, l'aînée, est timide, prudente, attentive et soigneuse, tout le portrait de Chris, alors que Sissi, comme sa mère, est une vraie tornade, très dynamique, sociable et confiante. D'après ses proches, Shannan aime et chérit ses filles. D'ailleurs, elle pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfant à cause de sa maladie. Elle est déterminée à tout faire pour rester en bonne santé et à s'occuper d'elle du mieux qu'elle peut. D'après ses amis, je cite, « Elle est née pour devenir mère et aime ses filles plus que la vie elle-même. » Tout le monde s'accorde à dire que Chris est un très bon père et qu'il adore ses filles. Il ferait tout pour elles. À cette époque, Shannan travaille dans un centre d'appel pour un hôpital pédiatrique. Chris, lui, décroche un nouveau boulot en tant qu'opérateur pétrolier chez Andarco Petroleum. En 2015, du fait de leurs revenus insuffisants, de dettes de cartes de crédit, de prêts étudiants et des factures médicales, le couple signale sa banqueroute. Suite à ces problèmes, Shannan décide de quitter son emploi pour se lancer dans une carrière de vendeuse de compléments alimentaires pour le compte de la société Level, une multi-level marketing company ou vente multiniveau en français. C'est pour ça que sur plusieurs photos on les voit avec des patchs sur les bras. Ce choix de carrière explique aussi sa forte présence sur les réseaux, parce que forcément pour vendre, il faut se faire connaître, inspirer confiance, montrer le produit dans le quotidien normal d'une femme normale avec des enfants, etc. Chris lui aussi s'est essayé à la vente de ses produits, mais pas à temps plein. Bien qu'on l'aperçoive régulièrement dans les vidéos de sa femme, il dit qu'en fait il n'aime pas en faire partie, qu'il le fait pour Shannan et pour la soutenir, mais que ça ne lui ressemble pas. Nous arrivons en 2018. Chris se transforme physiquement. Il est maintenant très sportif, il a minci et s'est musclé. Le couple semble être un modèle de bonheur. Tout le monde s'accorde pour dire qu'ils s'aiment profondément et qu'ils forment le couple et la famille parfaite. Le 22 avril 2018, Shannan poste, je cite, « Joyeuse journée nationale des maris. Je ne peux pas imaginer un meilleur homme pour nous. Je t'aime tellement et je te suis reconnaissante d'avoir tenu bon quand j'ai essayé de te repousser au début. » Le 16 mai 2018, pour l'anniversaire de Chris, elle poste, je cite, « Chris, tu es absolument la meilleure chose qui me soit arrivée en 2010. Cette année-là, tu es entré dans ma vie alors que j'étais au plus mal. On venait de me diagnostiquer ma maladie et j'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. Puis je t'ai rencontré. Nous avons tellement de souvenirs incroyables ces 8 dernières années, 2 belles filles.
Tu es un mari extraordinaire et un père encore meilleur. Tu es la bénédiction que j'ai cherchée toute ma vie. » Le 11 juin, Shannan partage à Chris un heureux événement. Elle est enceinte de leur 3e enfant. Ils espèrent que ce sera un petit garçon, le rêve de Chris. I know, boy, Chris wants a boy. I hope it's a boy for him. It'll make him happy. Après avoir eu des difficultés par le passé à concevoir, Shannan tombe enceinte cette 3e fois en 1 mois. Le bébé est prévu pour début février 2019. La vidéo qui va suivre, comme toutes celles que je vous partage dans cet épisode, a été postée par Shannan elle-même sur son Facebook. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve la réaction de Chris un peu étrange, comme s'il y avait un certain malaise. Et si la raison derrière ce malaise s'appelait Nicole Kessinger? On l'appellera Nikki. Elle travaille dans la même société que Chris depuis début juin, mais dans un autre service. N'étant pas sur le terrain, elle voit les opérateurs, dont Chris, sur le chemin de la machine à café. Petit détail, Chris lui-même dit qu'il ne porte pas son alliance au travail. Il crée son contact dans son téléphone le 14 juin, soit 3 jours après que sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte. Shannan, elle, ne se rend compte de rien, pour le moment. Le 17 juin, pour la fête des pères, elle écrit un message émouvant à l'attention de Chris. « Chris, nous avons une chance inouïe de t'avoir. Tu prends tellement soin de nous. C'est grâce à toi que j'ai eu le courage d'accepter le numéro 3. » Le 27 juin 2018, Shannan et ses filles partent en Caroline du Nord passer les vacances d'été dans sa famille. Elle veut aussi présenter Céleste, qui a 3 ans, à Jamie, la sœur de Chris, qui n'a jamais pris la peine de venir la voir. Chris, qui travaille, reste à la maison. Apparemment, Shannan et les filles sont chez les Russek, sa famille à elle, la semaine, et chez les Watts, le week-end. À partir de ce moment-là, Chris voit Nikki 4 à 5 fois par semaine en dehors du travail. Il lui dit qu'il est presque divorcé. Hi. It's me. I miss your face. I was just calling to say hi. Call me back. Bye. Dérangeant, n'est-ce pas? Le 3 juillet, il lui remet un mot d'amour pour son anniversaire. Pour rappel, cela faisait environ 2 semaines qu'ils se connaissaient. Le 4 juillet, d'après Chris, il se réveille chez elle avec 10 appels manqués de Shannan. Il finit par sortir dans la rue pour la rappeler, ne voulant pas qu'elle voie qu'il n'était pas chez lui. Mais Shannan n'est pas bête, elle s'énerve et lui dit que c'est bizarre, qu'elle ne sait pas où il est, etc. Puis finit par lui raccrocher au nez. Chris revient dans l'appartement de Nikki et lui dit qu'il doit rentrer chez lui au cas où Shannan le rappelle. Nikki sera alors montée dans les tons en disant qu'il faisait toujours passer sa femme, qui est enceinte je le rappelle, et ses enfants avant elle, et qu'elle sera toujours l'autre femme. Nikki lui dit que s'il ne la faisait pas passer en priorité, elle s'en irait. Chris prend apparemment cette menace au pied de la lettre, vu comme il va se comporter avec Shannan le reste de l'été. Il avouera plus tard avoir dormi pratiquement toutes les nuits chez Nikki pendant ce mois de juillet, car cela lui permettait de ne pas penser à sa famille, de ne pas réaliser qu'il les trahissait. Il dira lui-même que « le fait d'être loin de chez moi m'a permis de ne pas penser à mon rôle de père et de mari, parce que je n'étais pas entouré de rappels de ma famille. » Le 9 juillet, les filles et Shannan se rendent chez les beaux-parents Watts. Il faut savoir que Céleste est très allergique aux tree nuts, qu'on pourrait traduire par fruits à coque, comme les pistaches, amandes, noix, noisettes, au point que ça peut la tuer.
Sachant qu'elle a 3 ans, elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas manger certaines choses. Shannan est donc constamment vigilante. Plusieurs jours avant, Shannan prévient donc Cindy et Ronnie Watts et leur demande de mettre hors de portée tout ce qui pourrait contenir les aliments auxquels Céleste est allergique pour éviter tout accident. Elle fait pareil avec ses parents à elle. Jusque-là, rien d'anormal. Mais quand Shannan et ses filles arrivent, il y a un gros sac de pistaches ouvert sur la table de la cuisine. Shannan se dépêche de le ranger. Puis dans l'après-midi, quand Shannan ne se trouve pas dans la pièce, Cindy sert à ses 4 petits-enfants, il y avait aussi les 2 enfants de Jamie, sa fille, un bol de glace aux noix. Les enfants se jettent dessus, et Céleste était à 2 doigts d'en manger aussi. Quand Shannan revient dans la pièce, elle se précipite pour ôter le bol des mains de sa fille, qui ne comprend pas et se met à pleurer. Shannan demande s'il y a un autre parfum à lui proposer, mais Cindy lui dit que non, mais que c'est une bonne expérience pour Céleste, que cela lui montre qu'on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Pardon ? Shannan, à juste titre, s'énerve, se dispute avec sa belle-mère, puis finit par s'en aller avec les filles. Cindy dira plus tard, je cite, qu'elle n'était pas au courant. Mais quel genre de grand-parent peut ignorer une allergie mortelle ? Surtout que Shannan lui a répété plusieurs jours avant. D'après mes recherches, il apparaîtrait que Cindy remet en question la réalité et la gravité de l'allergie de Céleste, comme elle le fait pour la maladie de Shannan, et qu'elle voulait tester cette théorie. Quel genre de grand-mère peut mettre en danger la vie de sa petite-fille pour prouver qu'elle a raison ? Vraiment, ça me dépasse. D'après Shannan, en tout cas, c'était fait exprès. Elle dit par message à une amie, je cite, « Je ne peux pas me battre seule. Je me bats depuis 8 ans. Tout a commencé quand on s'est mis ensemble. Depuis, sa mère et sa sœur n'ont pas arrêté d'essayer de nous détruire. La relation est pire qu'elle ne l'a jamais été, et mon mari est tout à fait OK avec ça. » Toute cette affaire prend des proportions énormes au sein de la famille, mais aussi sur Internet, au point qu'on l'appelle la Nutgate. Beaucoup de personnes se rangent du côté de Cindy et insultent Shannan tout en donnant des preuves qu'elle a menti sur l'allergie de sa fille, car par exemple, dans une vidéo, elle lui donne une barre de céréales de sa société alors qu'il y a de la noix de coco dedans, qui est considérée comme une trinote. Je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet, mais je voulais préciser que si une personne est allergique à un fruit à coque, cela ne signifie pas qu'elle est allergique à l'ensemble de la famille des fruits à coque. Surtout que Shannan dit elle-même dans un post Facebook qu'elle leur a envoyé la liste précise des noix auxquelles Céleste est allergique. Donc, sous-entendu, certaines mais pas toutes. Bref, on continue. Suite à l'épisode des noix, les grands-parents ne viennent pas à l'anniversaire des 3 ans de Sissi le 17 juillet. Ne l'appellent pas non plus pour le lui souhaiter et bloquent Shannan et sa famille de Facebook. En somme, des personnes très saines et matures. Depuis cette date, Shannan refuse que les filles les revoient. Les jours passent et la jeune femme va mal. Elle sent Chris devenir de plus en plus distant. Le 24 juillet, elle se demande s'il a quelqu'un d'autre et y fait allusion par SMS. Mais Chris ne répond pas. Shannan finit par s'emporter et lui dit, je cite, « J'essaye de te laisser de l'espace, mais pendant que tu vis ta vie de ton côté, je porte notre 3e enfant, tout en gérant nos 2 filles et en travaillant. Ce n'est pas si dur d'écrire « tu me manques ». On a vraiment besoin de parler. J'ai regardé mon téléphone toute la nuit et je n'ai pas eu de réponse de ta part. Sérieusement, on n'a pas commencé à sortir ensemble hier ? On est ensemble depuis 8 ans et on a 2,5 enfants ensemble. » Chris ne répond pas. Le lendemain matin de ce message salé, les données de téléphone de Chris montrent qu'il a cherché sur Google « Quand dire je t'aime pour la première fois dans une nouvelle relation ?» Et en effet, il vit sa meilleure vie de célibataire et courtise Nikki tranquillement. Il l'invite chez lui, sort au cinéma, visite un musée de voitures. Il regarde même des appartements à louer. Il ignore les appels de Shannan, mais répond toujours à ceux de Nikki. Le peu de temps qu'il passe en FaceTime avec sa femme reste superficiel. Il semble désintéressé, ne cherche pas à parler aux filles et ne demande rien à propos de la grossesse. Par contre, il est passé professionnel dans l'art de transférer les nudes de Nikki dans son application secrète en forme de calculatrice. Le 28 juillet, les 2 amants partent faire une randonnée au parc national Great Sand et y passent la nuit. Chris dira qu'il a toujours voulu aller camper, mais qu'il ne l'a jamais fait avec Shannan, alors que Nikki, elle, avait l'habitude. Tout est tellement facile et léger avec Nikki, c'est fou.
Thank you so much for coming out here with me, Christopher. I am having a wonderful time. You mean a lot to me, and I'm glad that you're having a blast. I am so out of breath. Il lui annonce aussi que son divorce est définitif. Le 31 juillet, Chris rejoint enfin sa famille en Caroline du Nord, mais la réunion du couple semble houleuse. Chris n'embrasse pas sa femme à l'aéroport. Cette première nuit, Shannan se plaint d'un mal de tête et Chris part lui chercher un médicament, 80 mg d'oxycodone. Il a lu sur internet qu'une telle dose pouvait provoquer une fausse couche. Shannan vomit toute la nuit, mais Chris ne s'occupe pas d'elle. Il espère qu'elle perde le bébé. Quelle horreur. Les jours passent et la situation du couple ne s'améliore pas. Chris n'est pas vraiment là. Il ne parle pas, ne s'intéresse ni à sa femme ni à ses filles, avec qui d'ailleurs il perd patience. Il est souvent sur son téléphone parce que Nikki lui envoie des messages toutes les 5 minutes, dont notamment des nudes, alors que l'homme à qui elle les envoie est en vacances avec ses 2 petites filles et sa femme enceinte. Le 3 août, Chris va finalement voir ses parents, à qui il ne parlait apparemment plus depuis l'incident avec Céleste et les noix. Chris tiendrait Shannan responsable du fait que sa relation avec son père se soit dégradée. Comme je l'ai dit au début de cette histoire, Chris vénère son père avec qui il est très proche. Shannan, qui voit bien que quelque chose ne va pas, en profite pour revenir sur l'embrouille en question et s'explique, je cite « Je n'ai pas voulu de cette situation, j'ai juste défendu nos enfants. Je ne pourrai jamais entendre quelqu'un me dire « Je suis désolée d'avoir tué ta fille, car j'en mourrai aussi. Mes filles sont toute ma vie, et je ne devrais pas avoir à les protéger de ta famille. Je n'accepte pas le « Je suis désolée » de ta mère, elle ne le pense pas, et elle savait tout à fait ce qu'elle faisait. Toi et ton père ne devraient pas être d'accord avec ce qu'elle a fait. » Puis elle continue, je cite « Depuis que je suis partie, jamais tu ne m'as dit que je te manquais. Quelque chose a changé. Tu es peut-être plus heureux tout seul et c'est ok, tu peux l'être. Mais je ne vais pas me laisser traiter comme ça alors que j'ai juste voulu protéger ma famille. » Elle continue la conversation seule, Chris ne répond pas. Elle est très en colère qu'il ne la défende pas vis-à-vis de ses parents. Elle lui dit d'ailleurs que s'il n'est pas heureux, il n'a qu'à aller vivre chez eux. Ce qui lui fait mal aussi, c'est que Chris ne lui demande jamais comment se passe la grossesse, qui d'ailleurs rend Shannan très malade. De son côté, le 4 août, Nikki cherche des robes de mariée pendant 2 heures sur Google. Elle et Chris se disent « je t'aime ». Elle cherche aussi d'ailleurs des appartements à Brighton pour son amant. Un jour, il change son fond d'écran, qui était sa femme et ses filles, et met en photo des dunes de sable. Si on se rappelle bien, c'est là qu'il est allé camper avec Nikki. Shannan le remarque, et quand elle lui demande pourquoi, il répond que cette photo est cool. Quand elle lui demande pourquoi il ne porte plus sa bague, il lui dit qu'elle ne lui va plus. Shannan essaie de creuser pour comprendre ce changement de comportement. Au bout d'un moment, il finit par avouer et dit, je cite, « Je ne sais plus où j'en suis. Les opposés s'attirent, mais ça ne marche plus comme avant entre nous. » Shannan est dévastée. Le 6 août, Chris retourne une dernière fois chez ses parents avant de rentrer au Colorado le lendemain. Sa famille a bien vu qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec Shannan. Chris leur avoue qu'il pense la quitter. Pour montrer que c'est Shannan le problème et la faire passer pour une femme mauvaise auprès de sa famille, qui n'avait vraiment pas besoin de motivation pour ça, il avertit ses proches que s'il est retrouvé mort, il faudra qu'il dise aux autorités de s'intéresser à Shannan. Sa sœur lui demande de mettre ces mots par écrit. « À qui de droit, si quelqu'un tombe sur cette lettre, sachez que jamais je ne ferai du mal à ma femme, mes enfants ou moi-même. Si quelque chose m'arrive, s'il vous plaît, enquêtez sur mon épouse. » Quel esprit tordu. Dans un SMS, Shannan dit à Chris, je cite, « Je ne sais plus qui tu es. Je pense que tu as trop apprécié la vie de célibataire et que tu préfères être seul. On ne planifie pas un autre bébé si on n'est pas amoureux. Les enfants ne méritent pas une famille brisée. Quelque chose a changé ces 6 dernières semaines, quelque chose que tu ne veux pas me dire. » Et elle avait tellement raison. Quelle situation horrible. Ça fait vraiment mal au cœur. Le 7 août, la famille rentre au Colorado. Shannan est dévastée. Elle se confie à une amie, Addie, par SMS. Shannan, il m'a dit hier soir qu'il avait peur d'avoir un 3e enfant, qu'il était bien avec juste nos 2 filles et que finalement, il ne voulait pas d'un autre bébé. Addie, il a peur.
Tout ira mieux quand le bébé sera là. Shannan. Il a changé, Adi. Je ne sais plus qui il est. Adi. Qu'est-ce que tu veux dire? Shannan. Il ne me touche plus, ne m'embrasse plus, ne me parle plus, sauf quand je lui demande ce qui ne va pas. Adi. Lui as-tu demandé s'il y avait quelqu'un d'autre? Shannan. Oui, il a nié. Adi. Ça n'a pas de sens, il t'aime à la folie. Shannan dit à une autre amie qu'elle commence à avoir peur de Chris après ce qu'il lui a dit à propos du bébé. Comment cet homme a-t-il pu dire à sa femme enceinte que finalement, il ne voulait pas d'un troisième enfant? Quelle chose absolument effroyable à dire. C'est vertigineux. Le 8 août, Chris reprend le travail. Nikki cherche sur Google des sujets liés à « épouser votre maîtresse ». Donc, elle savait finalement qu'il n'avait pas encore divorcé, non? Car sinon, elle n'aurait pas utilisé le mot « maîtresse ». Je me pose la question. Ce jour-là, Chris supprime son compte Facebook. Il ne peut pas être plus distant de sa femme. Le 9 août, lors de l'échographie, Shannan essaie de prendre sa main, mais il refuse. Elle raconte l'événement à une de ses amies et dit, je cite, « Je ne comprends pas ce qui se passe. La seule raison que je vois, bien que je ne pense pas qu'il en soit capable, c'est qu'il voit quelqu'un d'autre. » Le couple va si mal que Shannan décide d'annuler la Gender Reveal Party. Vous savez, cette fête où on annonce le sexe du bébé. Quand son ami Adi lui demande une explication, Shannan répond, je cite, « Chris dit qu'on n'est plus compatibles. Il refuse de me prendre dans ses bras. Il m'a dit qu'il pensait qu'avoir un autre bébé allait arranger ses sentiments. Il refuse qu'on aille consulter. Alors qu'avant que je parte, on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. » Adi demande, « Qu'est-ce qui a changé en 6 semaines ?» Shannan répond, « Je ne sais pas. Il dit qu'il a eu beaucoup de temps pour réfléchir. » Shannan se dit que cette histoire de noix a vraiment contrarié Chris. Alors, pour faire un effort, elle envoie la photo de l'échographie à ses beaux-parents. Ils ne répondront pas. En début d'après-midi, Chris envoie cette photo à Shannan. On ne sait pas s'il y avait un mot accompagnant cette image. Shannan répond, je cite, « Je ne sais pas trop quoi en penser », et la repostera ensuite sur Facebook avec le même message, accompagné cette fois de petits smileys qui rigolent. Que dire de cette photo? Certains y voient un avertissement subliminal, d'autres une mauvaise farce, car il avait déjà l'intention de les tuer tous. D'autres encore une simple blague, mais qui aurait tout de même joué un rôle important pour la suite des événements. Ce serait à ce moment que le meurtre lui serait venu à l'esprit, comme une sombre plaisanterie. Et que quelque part au fond de lui, il pouvait pressentir ce qui allait se passer, ce que ses sentiments et ses choix allaient entraîner. Mais sur le moment, cela lui a semblé si ridicule qu'il en a fait une blague. Vous en pensez quoi? Ce soir-là, Shannan et Chris apprennent qu'ils vont avoir un petit garçon. Ils comptent l'appeler Nico Lee. Je ne sais pas qui a choisi le prénom, mais quand on connaît toute l'histoire et le prénom de la maîtresse de Chris, Nicole, ça fait un peu froid dans le dos. Bref, en tout cas, Chris voulait un fils depuis longtemps, et Shannan est heureuse et fière de pouvoir le lui donner. Le lendemain, 10 août, Shannan et Nicole, pas la maîtresse, mais sa voisine, amie et collègue, partent en Arizona pour un voyage d'affaires. Avant de partir, Shannan, décidée à tout faire pour sauver son mariage, laisse une lettre manuscrite à Chris, accompagnée d'un livre intitulé « Serre-moi fort », écrit par le docteur Sue Johnson sur des problèmes de couple. Elle écrit, je cite, « Je ne sais pas comment nous avons pu devenir incompatibles. La seule chose qui s'est passée cet été, c'est l'histoire avec ta mère et les noix. Je ne peux pas changer le passé, mais je mettrai du mien pour que tout s'arrange. Il doit y avoir du respect mutuel entre nous. Une excuse personnelle de ta mère serait bien. La vie de nos filles ne se remplace pas. Je ne t'ai vu te renfermer sur toi-même comme ça qu'une seule fois. C'était avec tes parents, juste après notre mariage. Nous méritons d'avoir notre famille au complet à nos côtés, avec de l'amour, pas de la haine. Je ne veux pas te perdre et je ne te perdrai pas. Je me battrai pour nous. Jamais je n'arrêterai de me battre pour toi et pour notre mariage. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, mais tu en vaux la peine. Dis-moi ce dont tu as besoin. Je t'aime de tout mon cœur et pour toujours. » Le lendemain soir, 11 août, Chris laisse ses filles à une babysitter et fait croire à Shannan qu'il va voir un match de foot avec des amis, alors qu'en fait, il emmène Nikki au restaurant The Lazy Dog. Il paie la note avec sa carte bleue d'un montant d'une $60. Shannan, ayant manifestement reçu une alerte sur son portable, voit la transaction. Quand elle lui demande, il dit qu'il est allé tout seul manger du saumon et boire des bières après le match,
même si ça paraît peu probable d'avoir une note de plus de 60 $ pour une seule personne. Par curiosité, je suis allée voir le prix du plat de saumon de ce restaurant, et il est à 24 $. Ça fait donc beaucoup de bière à boire tout seul pour monter jusqu'à 60, mais passons. Curieusement, depuis le début, il a réglé tous ses rendez-vous avec Nikki avec des tickets resto ou du liquide, et là, il paye en carte bleue. Comme s'il se moquait que Shannon apprenne finalement qu'il a une maîtresse. Pour info, Chris n'a pas pris une seule fois des nouvelles de ses filles auprès de la babysitter, contrairement à Shannon. Le 12 août, Shannon confesse à une amie qu'elle se rend compte maintenant qu'elle est peut-être un peu trop autoritaire vis-à-vis de Chris et qu'elle va faire des efforts. Elle dit qu'elle sait qu'elle a des problèmes à vouloir tout contrôler. Ce même jour, Chris discute avec son collègue de boulot et lui dit qu'il ira directement sur le site pétrolier 319 le lendemain matin. Il finit par négocier pour être tout seul, prétextant qu'il n'y a pas besoin d'être deux pour faire la vérification des citernes. Son collègue accepte. Apparemment, Shannon n'est pas très bien pendant le reste du week-end, à juste titre. Elle mange peu et se sent faible. Elle décide de prendre rendez-vous chez le médecin dès son retour, le 13 août à 9 h du matin. Ce soir-là, Chris et Nikki discutent pendant 1h40 au téléphone. Plus tard, dans la soirée, l'avion de Shannon a du retard. Elle essaye d'appeler Chris pour le prévenir, mais ce dernier ne répond pas. Elle rédige un message pour Chris, qu'elle envoie d'abord à son amie Addie pour approbation. Oui, on fait tout ça. Elle écrit, je cite, « Peux-tu s'il te plaît juste me parler ? J'essaie vraiment d'arranger les choses et cette situation me rend folle. Je sais que tu as besoin de temps et je veux te le donner et respecter ton espace. J'aimerais savoir ce que j'ai ou n'ai pas fait pour être dans cette situation. On doit s'y mettre ensemble. Si je devais faire quoi que ce soit pour arranger les choses, ce serait quoi ? » Elle ne l'enverra jamais à Chris. Ça fend le cœur de voir à quel point cette femme se bat pour sauver son couple. On voit qu'elle ne comprend pas comment la situation a pu se détériorer à ce point et aussi vite, puisqu'en effet, tout a commencé le 14 juin, soit à peine 2 mois plus tôt. En 2 mois, tout son monde a chaviré. Elle est passée du statut de femme et mère de famille heureuse qui attend un 3e bébé et qui est comblée avec ses 2 filles et sa vie en général, à cette femme dont le mari ne la touche plus, ne la regarde plus, et qui lui dit qu'ils ne sont plus compatibles et que finalement, il n'est pas sûr de vouloir un 3e enfant. Quand on se met à sa place, on comprend à quel point la situation doit être impossible à vivre. Finalement, vers 2 h du matin, Nicole dépose Shannon chez elle. On peut voir Shannon arriver sur le perron de sa maison grâce à la vidéosurveillance, entrer le code d'accès et ouvrir la porte. Plus tard ce matin-là, vers 8 h, Nicole demande à son amie, par SMS, de la tenir au courant de ce qu'a dit le médecin. Mais Shannon ne répond pas, ce qui est inhabituel. Pire encore, elle ne partage rien sur Facebook de toute la matinée. Nicole s'inquiète. Elle passe chez le médecin qui lui dit que Shannon n'est pas venue à son rendez-vous. À 11 h 30, toujours sans nouvelles, elle décide de se rendre chez son amie. Elle a peur que cette dernière ait fait un malaise et qu'elle ait besoin d'aide. Toute seule chez elle, Chris est en partie travailler. Arrivée devant chez Shannon, elle frappe à la porte, sonne, mais personne ne répond. Elle regarde par la fenêtre et par les 2 vitres qui encadrent la porte d'entrée, mais rien ne bouge. Une chose étrange qu'elle remarque toutefois, c'est que les tongs de Shannon sont à l'intérieur devant la porte d'entrée, et Shannon porte tout le temps ses chaussures. Nicole finit par entrer le digicode de la porte, que Shannon lui a donné en cas d'urgence, mais elle ne s'ouvre que sur quelques centimètres, car la chaîne de sécurité est mise à l'intérieur. Elle appelle Shannon et les filles par cet interstice. Aucune réponse. Nicole demande aux autres amies de Shannon si elles ont des nouvelles, mais personne n'en a. Vers 11 h 45, Cassie, une autre amie et collègue des 2 femmes, contacte Chris. Je cite. « Cassie, Shannon est très mal psychologiquement. Je sais que vous avez des problèmes, je ne sais pas à quel point, mais je sais que je ne l'ai jamais vue si brisée, à tel point que je suis très inquiète. Chris. Elle est partie chez une amie avec les filles. Elle n'a pas voulu me dire où. Cassie. Chérie, personne d'autre que Nicole et moi n'est au courant pour vous. Donc où irait-elle si elle n'est ni chez Nicole ni chez moi ? Puis sa voiture, ses chaussures et toutes ses affaires sont chez vous. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous pour qu'elle se coupe complètement de tout le monde ? Ce n'est pas son genre. Chris. J'en ai parlé à Nicole afin qu'elle arrête de stresser. Je pense que Christina aussi est au courant.
On a discuté hier soir avec Shannon et je lui ai dit que je voulais vendre la maison. Je ne veux pas que tu penses que je suis une mauvaise personne, Cassie. Cassie, tout de suite, je me fiche de quel type de personne tu es ou pas, et je suis désolée d'être si directe. Là, maintenant, je suis juste très inquiète pour ta femme. Nicole va appeler la police. Shannon est peut-être tombée dans les pommes. Donc, à moins que tu ne veuilles que la police défonce ta porte, tu ferais bien de te dépêcher de rentrer chez toi pour vérifier que ta famille va bien. Chris, je suis en route, Cassie. N'appelle pas la police. Je suis là dans 45 minutes. 2 heures plus tard, voyant que Chris n'arrive toujours pas et qu'il la balade sur son heure d'arrivée, Nicole appelle la police. Vers 13h40 donc, un agent est dépêché au 2825 Saratoga Trail pour un welfare check. Le policier fait le tour de la maison, regarde à l'intérieur par les fenêtres, teste les entrées. La porte d'entrée ne peut pas s'ouvrir complètement, la porte vitrée de l'arrière est fermée de l'intérieur et le garage est fermé par un code et une alarme. Nicole s'énerve et rappelle Chris plusieurs fois et lui dit qu'il arrive. Nicole et le policier attendent un long moment, mais toujours pas de Chris. L'agent de police finit par le contacter directement pour lui demander le code de la porte du garage, mais ce dernier lui répond que le code ne fonctionne pas de l'extérieur, mais qu'il se trouve juste à 5 minutes. Puis Chris arrive enfin. Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? Only one that, yeah. She would drive? Okay. That's me. Yeah. The neighbors went and checked his camera and said that a white car drove away at 1. It was me though. That was me. I dropped her off. That was the last action on my camera. Okay. That's throughout the whole day, or? Besides Chris leaving. Well, yeah. What about is there any way you can look for the day? During the daytime? What? Frantic. The girls' car seats are in the car too, so she left with a friend. She would have took the car seats. I can go look at. He doesn't mind. Yeah, if you don't mind. Huh? Chris is in the house. We're standing outside of the pizza. Can we go in the house? We can. I mean, that's up to him. It's his house. If you guys... Je suis hors de moi quand je vois qu'il met plus d'1 minute à ouvrir la porte d'entrée au policier et qu'il ne semble pas du tout stressé. Pour remettre les choses dans leur contexte, le comportement de Shannon est si inhabituel que sa voisine Nicole attend sur le pas de sa porte depuis presque 3 heures. La famille et les amis de Shannon sont morts d'inquiétude et pensent au pire. Et Chris, lui, quand il arrive enfin, après avoir menti à Nicole sur son heure d'arrivée pendant 2 heures, sort tranquillement de sa voiture, fait le tour pour chercher quelque chose sur son siège passager, pareil dans le garage, plutôt que de se ruer dans sa maison. Psychologiquement parlant, c'est un comportement communément retrouvé chez les personnes coupables qui cherchent à se distancer de la situation dans laquelle elles se sont mises, en effectuant des tâches inutiles et insignifiantes pour retarder le moment où elles vont devoir faire face à la réalité. La voiture de Shannon, une Lexus blanche, est donc garée dans le garage. Les sièges pour enfants s'y trouvent encore. Logiquement, Shannon et les enfants sont à la maison, puisque soit elle aurait pris sa voiture, soit si une amie était passée les prendre, elle aurait pris les sièges bébés avec elle. Chris, le policier, Nicole et son fils rentrent enfin dans la maison pour vérifier si Shannon et les enfants s'y trouvent. Mais rien. La maison est vide. Tout est silencieux. Après avoir inspecté le rez-de-chaussée, tout le monde monte à l'étage pour vérifier les chambres, les salles de bain et la salle de jeu. Sûrement pour faire passer un message, Chris précise à un moment que les couvertures des filles ont disparu.
Finalement, le portable de Shannan est retrouvé. Ce serait intéressant de le déverrouiller pour peut-être en savoir plus, mais Chris ne tente rien et dit ne pas connaître le mot de passe. Nicole, vive d'esprit, lui dit d'essayer la date de naissance de leur futur bébé. Ça marche, le téléphone se déverrouille. Allons voir dans ses communications. Aucun appel n'a été passé, aucun message n'a été envoyé par Shannan ce matin-là. Absolument extraordinaire, la connaissant. Encore une fois, remettons-nous dans le contexte. Son épouse enceinte et ses 2 petites filles de 4 et 3 ans sont introuvables. Le portable de Shannan, auquel elle est habituellement collée, car c'est son outil de travail, est resté dans la maison. Ce qui est très anormal, puisqu'elle ne serait jamais partie sans de son plein gré, ni n'aurait pu l'oublier. Elle ne répond à personne, n'a donné d'indication à personne. C'est si contraire à son caractère que son entourage est mort d'inquiétude. Mais Chris est tranquille. Il parle sans émotion, il a les épaules basses, une posture normale, il est calme, il existe. Alors que Nicole, elle, est stressée. Elle comprend la gravité de la situation. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home? She works, this is her lifeline. So yeah, that thing turns back on, it's gonna start blowing up. Oh yeah, trust me. It was shut down? She's in the fly. Yeah. Well, it was originally on the propeller on the couch. You know where it passed goes? I don't know where past goes. It used to be 2385 and now it's 6 digits. What's the baby's due date? 1/31/8/19. Elle ose à peine toucher le portable de Shannan, comme s'il lui brûlait les mains. Elle se touche le front, elle ne reste pas en place, elle se met à distance, comme si le fait que le portable soit là l'effrayait. Mais je pense aussi qu'elle commence à comprendre et qu'elle a peur de Chris. Interrogé sur place, Chris raconte que Shannan est rentré d'un voyage vers 2h du matin et qu'il dormait à ce moment-là. Il s'est levé vers 5h pour se préparer à aller travailler, puis a réveillé Shannan pour discuter de leur séparation. Chris déclare que leur conversation était civile mais difficile et qu'ils ont beaucoup pleuré. Laissant Shannan dans la chambre, il dit être monté dans son camion vers 5h30 pour se rendre sur le site pétrolier et qu'il y est resté seul, plusieurs heures. Quand le policier lui demande si son épouse avait des rendez-vous prévus dans la journée, il déclare que Shannan lui a dit qu'elle allait chez une amie avec leurs 2 enfants, mais qu'il ne sait pas chez qui précisément. Il ne parle pas du rendez-vous médical. Était-il seulement au courant ? Le sac à main, le portefeuille, le téléphone et les cartes de crédit de Shannan, ainsi que ses médicaments et ceux de Céleste, notamment son EpiPen, sont retrouvés au domicile. Curieusement, le lit de Chris et Shannan est dépourvu de couettes, de draps et d'oreillers, qui ont été jetés par terre. Le drap du dessus est manquant. Après avoir fouillé toutes les pièces de la maison, surtout Nicole, d'un coup, Chris part dans la chambre et revient en tenant l'alliance de Shannan du bout du doigt, en disant l'avoir trouvée sur la table de nuit. Beaucoup de choses ne vont pas dans cette vidéo. Déjà, Chris part et revient tout de suite, ce qui ne donne pas du tout l'illusion qu'il soit tombé dessus par hasard en cherchant des indices. Et puis, Nicole et son fils étaient déjà passés au moins une dizaine de fois dans la chambre et ils n'auraient pas vu l'alliance, manifestement laissée là pour démontrer que, blessée par la situation, Shannan avait décidé de quitter son mari et d'emmener les enfants avec elle pour le punir. À côté de tout ça, il faut savoir que le garage des Watts est équipé d'une alarme qui envoie un message sur les portables de Shannan et Chris à chaque fois que la porte s'ouvre. Et Chris explique 3 fois au policier que l'alarme du garage bug, ce que ce dernier trouve bizarre. D'après ce policier, je cite, «
Le comportement de Christopher était nonchalant. Il a demandé une fois s'il devait aller chercher sa famille en voiture dans les environs. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui pour l'instant. Il n'a pas demandé à nouveau s'il devait aller à la recherche de sa famille et n'a pas semblé très inquiet. Le lendemain, 14 août, Chris donne une interview pour une chaîne locale. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Chris Watts, W-A-T-T-S. Wow. What's going on right now around your house? Right now, you got K9 units, the sheriff's department. Everybody's like they're doing their best right now to figure out like if they can get a scent, see where they went. If they went on foot, they went in a car, or they went somewhere. And right now, it's just like they've been on point. They're going through the house trying to get a scent, and hopefully they can pick something up to where it's going to lead to something. What happened? Your wife came home. Tell me what's. She came home from the airport 2 a.m. and I left around 5:15. She was still here, and like about 12:10 in that afternoon, her friend Nicole showed up at the door. Like I had texted Shanann a few times that day, called her, say but she never got back to me. But she wasn't getting back to any of her people as well, and that's what really concerned a lot of people. Is like if she's not getting back to her, like if she doesn't get back to me, that's fine. Like she gets busy during the day, but she didn't get back to her people, which was very concerning. And Nicole called me when she was at the door, and that's when I came home. And then walked in the house, and nothing was vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. Nope, nobody was here. What's your wife's name? Shanann, S-H-A-N-A-N-N. What's your kids? Bella and Celeste. How do you spell it? Celeste? C-E-L-E-S-T-E. How old are your daughters? 4. Bella's 4. Celeste is 3. And so, how many times did you try calling her? I called her 3 times, texted her about 3 times just to say, what's going on. Like after I called her and texted her once, it's like maybe she was just busy. Like she had just gotten back, like everybody's probably calling her from her trip. She just got back from Arizona, and I figured she was just busy. But when her friend showed up, that's what it was like. It registered like, all right, this isn't right. Do you think she just took off? Do you think? I mean, right now I don't even want to just like throw anything out there. Like I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, could she just taken off? I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like I want them back now. Like that's what's in my head. Like if they're safe right now, they're gonna come back. But if they're not safe right now, that's the not knowing part. Like if they're not safe, last night I had every light in the house on. I was hoping that I would just ran over by the kids running in the door and just like barrel rushing me, but it didn't happen. And it was just a traumatic night trying to be here. I'm gonna ask some kind of tough questions about your relationship with your kids. Yeah, my kids are my life. I mean, those smiles light up my life. And this, like, I mean, last night, like during when they usually eat dinner, it was just like I missed them. Like, I mean, I missed telling them, hey, you got to eat that or you're not going to get your dessert, and just like you're not going to get your snack after. I missed that. Like I missed them, cuddle up on their couches. They have like a Minnie Mouse couch and a Sophia couch that they cuddle up on and watch, Bubble Guppies or something. And it was just like, it was tearing me apart last night, and I needed that. I needed that last night, and for nobody to be here last night and to go into their rooms and know that I wasn't going to turn the rain machines on. And I know that I wasn't going to turn their monitor on. I know I wasn't going to kiss them to bed tonight. That's why last night was just horrible. I couldn't do it. I want everybody to just come home. Like wherever they're at, come home. That's what I want. Where was she gone for? She was on. She came back Sunday. You said at 2 at night. Yeah, because her flight got delayed from Arizona because of like other storms around the nation. So she's supposed to get home at like 11. She got home at like 1:48. She got in bed about 2.
What was she going for? Like family trip or what? It was a Thrive direct sales. It was a local event that was down there between a bunch of leaders in the company. And that day she was back. I mean, I left work early that morning, like 5:15, 5:30. So like she barely got into bed pretty much. And, you know, this might be a tough question, but did you guys get into an argument before she left? It wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But I just want them back. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like somebody has to come forward. You spoken to her family, like her parents? Yeah, they've been in constant contact, like every hour. I mean, everybody back in North Carolina and the East Coast. I mean, from Maine to Florida. What is her parents saying to you? Like, they're just like if they need to get on a flight, just let them know. Because I mean, they feel helpless right now because they're on the opposite side of the country. I mean, Colorado is. I mean, you can't just drive around and look. I mean, it's just like you wouldn't really know what you're looking for. That's what the cops pretty much told me. That first day, I was like, I want to get out and drive around. They said, you wouldn't know what to look for. Last couple questions. What does law enforcement, what have the police or the sheriffs or your neighbors, what's police saying to you? Right now, what they're doing right now is with the canines in the sense. I think this is the biggest thing. This is the biggest thing they've done so far because yesterday the Frederick Police Department did all the searching of the house and tried to gather whatever information they could. And with the detectives, officers, and sergeants, and today it's, I mean, obviously with all the activity that's around, there's a lot going on around here, and I really hope that all of this can lead to something positive. What did your neighbors, did they see anything? Did your neighbors see anything? No, like the police department went door to door asking, like cameras and everything, just like nothing. And my last question, if you have any of them, feel free to step in. My last question is, if your wife can see this, if she can watch these, what would you like to tell your wife and your kids? Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. That's it. I can take that mic off you. Voici mes observations. Chris n'a aucune émotion. Il est stoïque et déconnecté. Il est sûr de lui et en même temps, pas du tout. Il dit elle, les enfants, ses enfants, mais jamais leur prénom, jamais mon ou mes pour se distancer d'elle. On voit un sourire narquois sur son visage, ce qu'on appelle en psychologie « the tic of duping delight », traduction « le tic de la joie de tromper ». C'est un indice facial qui survient quand le menteur prend plaisir à tromper les autres, à les manipuler, et ressent un sentiment de pouvoir et de contrôle sur la situation. Cela peut se manifester de différentes façons. Les expressions faciales, la gestuelle ou les signaux vocaux, comme des mouvements de bouche inappropriés, se mordre les lèvres, plisser les yeux, se balancer d'avant en arrière. Il dit « j'ai besoin qu'elle revienne ». Il ramène tout à lui, mais ne dit pas qu'il est inquiet ou qu'il espère qu'elles vont bien ou qu'il les aime. De toute manière, il y a des certitudes. Jamais Shanann ne serait partie sans son sac à main, son téléphone et de l'argent, surtout avec ses 2 petites filles. Ça paraît invraisemblable. Encore pire, le fait qu'elle soit partie sans l'épipène de Céleste, c'est juste impossible. Sa voiture est dans le garage avec les sièges bébés et aucun appel n'a été passé depuis son portable. Elle n'a donc pas pu appeler de taxi ou une amie pour venir les chercher. Mais surtout pour moi, le détail qui change tout, c'est que la chaîne de sécurité était mise sur la porte d'entrée, chaîne qu'on ne peut mettre en place que de l'intérieur. Également que la porte-fenêtre est elle aussi fermée de l'intérieur, donc la seule sortie pour Shanann, c'est via le garage. Or on sait qu'il n'y a eu aucune alarme indiquant que la porte de garage ait été ouverte entre 5h30, l'heure où Chris part travailler, et 12h30, l'heure où Nicole tente de rentrer le code pour passer par le garage pour vérifier si son ami va bien.
Idem, je n'en ai pas encore parlé, mais les caméras de surveillance de son voisin montrent la rue, et on ne voit que Chris sortir de la maison cette matinée-là, puis rentrer son pick-up en marche arrière jusqu'au garage, chose qu'il ne fait jamais d'après son voisin, sûrement pour charger quelque chose dedans et partir. Donc, la seule manière pour Shannan et les filles de sortir de la maison, c'est en même temps que Chris, dans sa voiture. Or, il n'a pas dit qu'elles étaient venues au travail avec lui, ou qu'il les avait déposées quelque part. Il a dit que Shannan était allée chez une amie, qu'il n'avait pas de nouvelles, mais qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. L'un des enquêteurs, Ed Goodman, précise que quand il appelle Chris, jamais il ne demande s'il a des nouvelles à propos de l'enquête, ou s'il appelle parce qu'elles ont été retrouvées. Chris ne se sent visiblement pas concerné. Tout ce qu'il veut, c'est retourner travailler, mais l'entreprise a refusé à cause de la situation. Selon elle, Chris n'aurait pas eu toute sa tête au travail. Le soir du 14 août vers 20h, donc le jour même de son interview et le lendemain de la disparition, Chris est interrogé par les enquêteurs, qui lui font croire qu'ils ont besoin de son aide. Dans l'esprit de Chris, il a réussi à duper tout le monde et est à 1000 lieues de penser qu'il est suspecté. L'enquêteur joue sur ce sentiment. Il l'amène dans une salle d'interrogatoire classique en s'excusant de ne pas pouvoir le recevoir dans son bureau qui est en désordre. S'il l'avait tout de suite considéré comme un suspect, Chris, qui est déjà stressé, se serait sans doute renfermé sur lui-même avant de demander un avocat. L'enquêteur lui demande s'il souhaite que la porte soit ouverte ou fermée, s'il veut à manger ou à boire. Il veut le mettre à l'aise, et visiblement, ça marche. Chris semble détendu. Il a une posture normale et va sur son téléphone en attendant que le policier revienne. Quand il revient, il laisse la porte ouverte et s'assoit à côté de lui, puis lui dit, je cite, « Je suis désolé si pendant cet échange je te dis « ta femme et tes enfants » sans les nommer. Sous-entendu, j'ai beaucoup de boulot, je ne peux pas me souvenir de trop de détails. Pour que Chris ait l'impression de ne pas être tombé sur le couteau le plus affûté du tiroir, pour qu'il se croie le plus intelligent dans la pièce et que ça le pousse à faire des erreurs. Chris raconte que durant ces 5 semaines loin de sa femme et ses enfants, il s'est redécouvert et est redevenu, je cite, à 100% lui. Il dit que ses vacances lui ont ouvert les yeux sur ce qu'il voulait vraiment, sur ce qui il était au fond, et qu'il n'aimait plus Shannan, qu'il préférait mettre fin au mariage. Pendant cette interview, Chris n'a qu'un seul but, faire passer Shannan pour une femme affreuse, qui mène une double vie, qui le trompe avec quelqu'un d'autre et qu'une personne qu'il ne connaît pas est venue les chercher, et que Shannan est partie avec les filles pour le punir de vouloir mettre fin au mariage. Comme c'est ironique. À ce stade, le FBI travaille aussi sur cette affaire. Et Chris, en plus de tous ses mensonges, n'a jamais parlé aux enquêteurs de son infidélité avec Nikki, sa collègue. Dans un effort pour paraître innocent, il laisse les enquêteurs fouiller son téléphone, en pensant soit, petit 1, qu'ils allaient regarder rapidement dedans dans la mesure où pour lui, il n'est pas considéré comme un suspect, et ou que sa fausse application de calculatrice, qui cache en vérité les messages et les nudes de Nikki, est trop bien cachée, pour que le FBI n'y voit que du feu. Les questions continuent. L'enquêteur lui demande de parler de sa vie de famille, de ses filles, de sa relation avec sa femme. Chris est toujours dans l'état d'esprit de mettre en avant les défauts de Shannan. Ce qui va suivre sont des faits ou anecdotes racontés par Chris. Selon lui, Shannan est une femme autoritaire, mais elle évite de le montrer devant les autres. Elle l'ignorerait souvent quand il lui parle. Pour lui, la communication entre eux était brisée depuis 5, voire 6 ans. Très rapidement après leur mariage, il y a 6 ans donc. Il dit avoir été élevé modestement et qu'il ne voulait rien de grandiose. La maison qu'ils ont fait construire lui appartenait, mais son architecture était l'idée de Shannan. Il n'aurait pas eu son mot à dire, sauf pour la couleur de la devanture extérieure. Il savait qu'il ne pouvait pas se l'offrir, mais comme toujours, il voulait faire plaisir à sa femme. Toujours d'après lui, elle souhaitait une grande maison pour organiser des soirées et montrer qu'il possédait tout ce qu'il y a de mieux. Elle voulait montrer à tout le monde qu'ils avaient un certain standing. Selon Chris, c'est Shannan qui gère le budget car elle ne lui fait pas confiance à ce sujet. Le remboursement de la maison coûte cher, environ 2700 $ par mois, et est une grande source de stress pour le couple. Ils ont d'ailleurs 3 mois de retard de paiement, et celui d'août doit intervenir le 16, soit dans 2 jours.
Il dit que Shannan a récemment pris 10 000 $ sur l'épargne retraite de Chris pour payer le prêt immobilier. D'après lui, Shannan dépense beaucoup d'argent. Il dit qu'il est contrarié par ses mauvaises habitudes de consommation et qu'elle est toujours à découvert. Il dit qu'ils ont environ 8 000 – 10 000 € de dettes de carte de crédit et que la majorité de leurs cartes ont atteint leur plafond de paiement. Les filles et Shannan ont des soucis de santé qui ont entraîné de nombreuses factures médicales à payer. Enfin, l'école des filles leur coûte environ 500 € par semaine. Il dit qu'il ne sait pas comment ils vont faire à partir de la rentrée, le 13 août, donc hier, pour payer. Quand l'inspecteur lui demande s'il a quelque chose à voir avec la disparition de sa femme et de ses filles, Chris répond que non. Quand il lui demande pourquoi il devrait le croire, Chris ne répond pas qu'il a un alibi, qu'il était au travail, que des collègues peuvent l'attester, puis qu'il est seulement rentré chez lui en début d'après-midi quand Nicole l'a appelé. Non, il dit, je cite, « Je suis quelqu'un de calme, je fuis le conflit, je n'ai jamais agressé quelqu'un, ce n'est pas mon genre, je ne leur aurais jamais fait de mal. » L'interrogatoire se termine avec l'enquêteur qui dit à Chris qu'il ne le croit pas. Ensuite, les agents continuent leur enquête de voisinage. Les proches du couple sont longuement interrogés. Les policiers veulent en savoir plus sur la personnalité de Chris, de Shannan et sur leur habitude de vie. Attention, les avis qui vont suivre sont des avis subjectifs. Cela ne veut pas dire que c'est forcément la vérité. Commençons par le témoignage de Jérémy. D'après lui, Shannan travaille et est en ligne 24 heures sur 24, alors que Chris ne publie que rarement du contenu sur les réseaux sociaux. Il trouve Shannan particulière. Elle a une sorte de contrôle et d'emprise sur Chris. Il raconte qu'une fois, il devait emmener Chris à l'aéroport et ce dernier ne pouvait pas partir avant qu'il ne finisse de ranger le garage. Il affirme que Chris est incapable de faire du mal à une mouche, encore moins à ses filles. Il se demande si Shannan ne s'invente pas des soucis de santé et si elle n'aurait pas décidé de fuir pour attirer l'attention sur elle. Enfin, d'après lui, puisque Shannan poste toute sa vie sur internet, s'ils avaient des soucis conjugaux, alors elle le cache bien. Voici le témoignage de Christina, la meilleure amie de Shannan. Christina perçoit leur mariage comme étant un modèle de réussite. D'après elle, Shannan est très organisée et gère la vie de la maison. Chris, lui, exécute tout ce que sa femme lui dit de faire. Elle sait que Chris et Shannan ont des soucis financiers et qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. D'après Cindy, une autre amie, Shannan décrit Chris à ses amis comme une personne qui fuit et fait l'autruche, surtout quand ça concerne les enfants. Pour elle, Shannan est connue pour prendre les décisions dans son couple et porter la culotte. Elle raconte que dernièrement, quand Chris a dit à Shannan qu'il ne voulait pas devoir demander l'autorisation pour accrocher une photo au mur, Shannan a compris qu'elle devait travailler sur elle. Elle n'avait pas réalisé qu'elle contrôlait tout, elle voulait que son mariage s'améliore et souhaitait faire des changements. Enfin, d'après le témoignage de Cassie, effectivement les Watts ne roulent pas sur l'or, mais Shannan ne lui a jamais parlé de problèmes financiers. Shannan lui aurait dit que Chris appréciait lorsqu'elle était payée tous les mardis et qu'il aimait l'argent qu'elle ramenait. Le lendemain, 15 août, 2 jours après la disparition, un agent de police se rend dans la maison des Watts pour prendre des photos supplémentaires et collecter des indices. Le livre « Serre-moi fort » offert par Shannan est retrouvé dans la poubelle du garage. Aucune trace de sang n'est trouvée dans les salles de bain, l'escalier, l'entrée du garage ou dans les chambres. Chris redemande de retourner au travail à son manager, Luke, mais les DRH refusent. Ce jour-là, Chris est appelé au commissariat pour passer un test de détecteur de mensonges, ou polygraphe. Il ne le force pas, Chris accepte de le faire, sûrement pour montrer qu'il n'a rien à cacher. Voici un petit extrait très drôle. As long as you tell me what the truth is today, you will have no problem passing, okay? I promise you that. And obviously, I mean, I hope that, you know, if you did have something to do with their disappearance, it would be really stupid for you to come in and take a polygraph today. Exactly. Right? Like, it would be really dumb. Like, you should not be here right now sitting in this chair if you had anything to do with Shannan and the little girl's disappearance, okay? Okay. Avant de commencer, l'agent du FBI demande à Chris comment il se sent. Il lui répond, je cite, « Je ne me sens pas bien, j'ai très mal au ventre. » Tu m'étonnes. Durant cet entretien, Chris change de discours et raconte à la policière que ses vacances ont été incroyables. Il donne des exemples à rallonge, montrant à quel point il est un bon mari et un bon père.
Et puis, plus tard, il se contredit en tentant d'expliquer que durant cette période, lui et Shannan se sont mutuellement éloignés l'un de l'autre, que la séparation ne date finalement pas d'avant-hier mais de plusieurs semaines, que c'était leur volonté à tous les deux. Alors qu'on sait que Shannan s'est battue tout l'été pour sauver son mariage, quand lui vivait sa meilleure vie avec sa maîtresse. À la fin du test, l'agent du FBI lui annonce qu'il a échoué. Sans blague. Mais de toute manière, les résultats de ces tests ne sont pas admissibles au procès, car ils peuvent être facilement manipulés. Ils servent, à mon sens, plutôt à jauger les réactions de ceux qui les passent. Oh my gosh, I didn't forget part of it, didn't I? So I brought Graham in here because we want to talk to you about the results, okay? Okay. So, it is completely clear that you were not honest during the testing, and I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. Okay. So now we need to talk about what actually happened. I feel like you're probably ready to do that. I didn't lie to you on that polygraph, I promise. Chris, I know. Chris, stop. It's time. Just stop for a minute. Take a deep breath. I want you to take a deep breath right now. Bref, l'agente lui explique que s'il se sentait malade au début, c'est sûrement parce qu'il garde des choses en lui. Elle insiste en lui disant que, pour se soulager, il devrait tout raconter. Chris essaye alors de se dépatouiller comme il peut. Pour prouver sa bonne foi et tenter de paraître le moins suspect possible, il accepte de rester et de répondre aux questions, alors qu'il pourrait tout à fait choisir de garder le silence, ou de s'en aller, ou même d'appeler un avocat. L'agente décide enfin de taper là où ça fait mal. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas qu'il puisse n'avoir aucune émotion à propos de la disparition de ses fillettes. Elle ne comprend pas comment il ne peut rien ressentir, ne pas pleurer. Et subitement, comme dans un mauvais film, Chris se met à renifler et à utiliser une voix tremblante. Son cinéma dure 3 secondes. I just find it hard to hear you talk about just having this emotional, conversation with Shannan, and you're bawling and crying together, and you have not shed one tear in 2 days that you've been here. No. Not one. And help me understand that, because I don't get it. These are your baby girls, and you have not shed one tear over them not being around. Chris, I lose my 4-year-old in the store for 10 seconds and I start to go panic. Panic. I have not seen any of that from you at all. Help me understand that. I love those girls. I would never do any of this because I haven't shed a tear. You get yeah, no, that's weird. Is that weird? Voyant que ça n'avance pas, les enquêteurs lui disent qu'ils sont au courant qu'il a une maîtresse, vu qu'ils ont eu accès à son téléphone. Chris, qui a toujours nié jusque-là, tente une dernière fois la manœuvre avant de se rendre face aux preuves. Il avoue finalement son infidélité et quand le policier lui demande le nom de cette femme, il refuse de le donner car, je cite, « Je ne veux pas que son nom soit traîné dans la boue ». Ironique, non, alors qu'il traîne activement le nom de sa femme dans la boue, alors qu'il vit avec elle depuis 8 ans et qu'ils ont 2 enfants et demi ensemble. Chris continue. Il raconte qu'il n'a pas peur d'être ridicule avec Nikki, qu'il se sent enfin lui-même quand il est avec elle. Et puis, il faut bien le dire, c'est elle qui lui courait après, une nouveauté pour Chris, et ça lui faisait du bien. Pour lui, elle le fait redevenir un homme. Il aime sa façon de le traiter. Au contraire, Shannan ne prête pas vraiment attention à son avis et lui demande rarement comment il se sent. Il valide le fait que c'est Shannan qui prend toutes les décisions à la maison, mais il précise qu'il ne se sent pas rabaissé pour autant. Plus tard, l'agent lui demande s'il pense que Shannan aurait pu faire quelque chose aux filles et s'il la couvre. Chris assure que non, que quand il est parti, elles étaient toutes les 3 en vie. Puis les enquêteurs sont mis au courant de l'arrivée au commissariat du père de Chris, Ronnie, qui a voyagé depuis la Caroline du Nord pour soutenir son fils. Ils préviennent Chris et, connaissant leur relation très proche, lâchent la bombe. Ils ne croient aucun mot de son histoire.
Chris accuse le coup. Il est sur le point de craquer. Il demande à parler à son père. Les enquêteurs quittent la salle et font rentrer Ronnie. Il ne sait pas trop quoi dire. Chris annonce à son père qu'il a échoué au détecteur de mensonges et qu'ils ne le laisseront pas partir. Ronnie ne s'en alarme pas. Il lui répond que c'est parce qu'il avait sûrement trop d'émotions, ce qui, comme on l'a vu, est l'exact opposé de la nature de Chris. Puis son père demande quelles sont les raisons des enquêteurs qui les poussent à croire que Chris est coupable. Chris lui explique alors que la police est au courant de sa liaison et qu'il a raconté aux agents que le matin de la disparition, lui et Shannan avaient parlé de séparation. Il redevient silencieux, puis dit « Je ne veux plus la protéger ». Son père, qui ne comprend pas car il n'a pas assisté à l'interrogatoire précédent, répète « Tu ne veux plus la protéger ?» Chris répond « Je ne savais pas quoi faire ». Souvenez-vous plus tôt, les enquêteurs ont suggéré que Shannan avait peut-être fait du mal aux filles. L'idée a dû faire son chemin dans son esprit. Mais Ronnie a besoin de plus d'explications. Il demande « Elle leur a fait du mal ?» Chris répond oui. À partir de ce moment, son père le croit sur parole et ne remettra jamais en question son fils. J'ai lu une phrase pendant mes recherches qui résume très bien l'idée, je cite « Chris a toujours vécu dans une bulle d'approbation de la part de sa famille. » Et d'ailleurs, c'est toujours le cas en 2024. Alors même que le fait que Shannan ait pu faire du mal à ses filles est difficile à croire et complètement en contradiction avec son caractère. Elle, qui a quitté la maison de ses beaux-parents en furie avec ses filles parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux l'allergie de Céleste. Là, son fils lui dit qu'elle a tué ses enfants et Ronnie le croit parce qu'il déteste Shannan et qu'il n'essaye pas de réfléchir plus loin que le bout de son nez. Les enquêteurs, qui ont tout entendu, entrent dans la pièce. Ils ont beaucoup de questions à poser à Chris. Voici donc la première version des aveux de Chris. Il raconte que ce matin-là, après cette fameuse discussion houleuse et émotionnelle, il est descendu préparer ses affaires pour partir au travail. Il dit avoir entendu un léger bazar à l'étage, mais ne s'est pas interrogé plus que ça. Puis, quand il remonte, il voit dans le baby monitor que Bella est immobile dans son lit et que sa couverture est à ses pieds. Puis, il voit Shannan au-dessus de Céleste en train de l'étrangler et voit que Céleste est toute bleue. Pour information, lors de mes recherches, j'ai vu des photos du baby monitor où on voit Céleste, d'un autre jour, pas celui-ci. L'image est pratiquement en noir et blanc et on ne voit pas grand-chose, donc jamais il n'aurait pu voir Céleste bleue comme il le dit. On continue. Il dit qu'il a eu peur, qu'il n'est pas comme ça d'habitude, mais qu'il a fait la même chose à Shannan. Il dit que Shannan a perdu la tête car elle savait au fond d'elle que son mari avait une maîtresse, même s'il niait. Chris a ensuite posé Shannan dans le lit conjugal et a mis le drap sur elle pour ne plus la voir. Il ne cesse de dire qu'il ne savait pas quoi faire, que la rage l'avait envahi, qu'il n'est pas violent, etc. Donc Chris explique clairement que Shannan a tué les filles et qu'il les aimait tellement qu'il a vrillé et qu'il a tué Shannan à son tour. Curieusement, Chris tourne autour du pot et ne veut pas révéler l'endroit où il a caché les corps. Mais il finit par lâcher le morceau. Le site pétrolier Servi 319. Les agents quittent la pièce. Ronnie, son père, évoque le fait qu'ils vont avoir besoin d'un avocat et qu'il plaidera certainement le crime passionnel. Ronnie rappelle qu'avec sa femme, Cindy, il trouve Shannan instable, narcissique et bipolaire. Puis Ronnie dit à son fils qu'il l'aimera toujours, malgré tout. Donc son fils vient d'avouer qu'il a tué sa femme et la seule chose que fait son père, c'est de casser du sucre sur le dos de la victime. Les agents reviennent. Ils montrent à Chris une photo de drone du site Servi 319. Dans la végétation, on voit un drap blanc. Les agents lui demandent alors de marquer sur la photo où sont les filles. Il trace un S pour Shannan, un B pour Bella et un C pour Céleste, en précisant qu'elles ne sont pas dans le même réservoir. D'autres enquêteurs étaient déjà sur le site quand Chris a fini par avouer. Il commence alors les fouilles. Le fameux drap match avec la parure de lit du couple. Il retrouve également 2 sacs poubelles vides et un râteau cassé. L'interrogatoire continue. L'agente lui dit que ce n'est pas juste d'accuser Shannan si elle n'a rien fait. Elle aborde de nouveau le moment des meurtres pour donner son avis. Elle trouve bizarre qu'il n'ait pas appelé au moins une ambulance. Et c'est vrai que quand on y pense, la réaction normale d'un père aimant voyant ses enfants dans cet état aurait été d'appeler les secours, de tout faire pour les sauver. Mais pas lui.
Il précise d'ailleurs qu'il n'a même pas essayé de les ranimer par un massage cardiaque. Il s'enfonce tout seul. Les questions continuent mais Chris se montre trop incohérent et se perd dans les détails, ce qui donne l'impression qu'il invente une histoire au fur et à mesure. Beaucoup de choses ne collent pas ou sont illogiques. Ce soir-là, Chris finit par être arrêté et mis en prison. Des photos sont prises de lui. Il ne présente aucun signe de bagarre. Quand le détective lui demande à quoi est due cette trace rouge qu'il a dans le cou, il lui répond que c'est une piqûre de moustique. Au cours des mois qui suivent, Chris a beaucoup changé de version. Les voici. Dans sa deuxième version, il dit que le 13 août 2018, il tue les filles avec un oreiller alors qu'elles étaient au lit, avant d'aller rejoindre Shannan qui dort dans leur chambre, puis l'étrangle dans son sommeil. Il dit avoir ensuite mis les 3 corps dans son pick-up et être parti au travail. Dans sa troisième version, il dit que le 13 août 2018, il attend que sa femme rentre de son voyage d'affaires et se mette au lit, puis se met à califourchon sur elle pour discuter, drôle de position pour une discussion, puis l'étrangle. Il est ensuite sorti chercher sa voiture, a mis le corps de Shannan par terre derrière, a fait monter les filles et est parti. Voici pour moi le résumé des faits que je crois le plus plausible en fonction de tout ce que j'ai lu, de ce qu'il a raconté à l'époque aux policiers, puis des années plus tard à une écrivaine. Le 13 août 2018, à 2h du matin, Shannan rentre de son voyage d'affaires. À 2h30 du matin, elle achète des produits capillaires via son téléphone, mais sa carte est refusée. Une dispute éclate alors à propos des problèmes financiers du couple, du comportement de Chris, de la belle famille et sûrement d'autres choses. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a une maîtresse à cause de la dernière note du restaurant. Il finit par avouer et lui annonce qu'il ne l'aime plus et qu'il veut la quitter. Shannan est furieuse et lui dit qu'il ne verra plus les enfants à moins qu'elle le demande. Et là, il pète un plomb, perd le contrôle et étrangle sa femme enceinte. Il serre, il sait que ce qu'il fait est mal, mais il n'arrive pas à s'arrêter. Shannan ne se débat pas. Après de longues minutes d'horreur, Chris lâche le cou de Shannan qui tombe à terre. Il dit que c'était la seule solution, car sinon, elle l'aurait empêché d'être avec Nikki. Puis, Chris met le corps de Shannan sur le lit. Réveillée par le bruit, Bella entre dans la chambre de ses parents et voit sa maman allongée, immobile. Elle demande si elle va bien, et Chris lui répond simplement qu'elle est un peu malade. Cette scène est horrible quand on y pense. Puis il enroule Shannan dans le drap plat du lit et la tire jusqu'à l'escalier. Bella, qui assiste à toute la scène, redemande en pleurant ce qu'il se passe avec sa mère. Chris lui dit énervé que tout va bien, que sa maman est juste un peu malade, que Bella doit retourner se coucher maintenant. Mais Bella est intelligente, elle comprend que quelque chose ne va pas. Elle suit son père dans l'escalier. C'est glaçant. Il essaye de porter Shannan, mais elle est trop lourde, alors il la tire. On ne sait pas si c'est par les pieds ou par les bras. En tout cas, les bruits du corps qui tombe sur les marches de l'escalier finissent par réveiller Céleste également. Arrivé au rez-de-chaussée, Chris sort chercher sa voiture, recule dans l'allée du garage au maximum contre la voiture de Shannan qui y est garée pour être le plus caché possible. Il tire Shannan jusqu'à la voiture, puis la soulève et l'allonge par terre à l'arrière. Pour la cacher un peu, il étale 2 sacs poubelles sur elle. Il dit que l'odeur de la mort le rend malade. Il met dans son coffre tout ce dont il aurait besoin pour la journée. Son déjeuner, une pelle, un râteau et un bidon d'essence. Il retourne dans la maison, éteint les lumières, ferme tous les accès de la résidence et ordonne aux filles de le suivre. Les fillettes sont en pyjama et Céleste tient sa couverture. Elle pleure, mais Chris n'a aucune envie de les réconforter. Il les installe sur la banquette arrière, malgré les protestations de Bella qui lui dit qu'elles ne peuvent pas, car il n'y a pas leur siège auto. Il leur rétorque que pour cette fois, ce n'est pas grave. Installées dans la voiture, les sœurs se recroquevillent l'une sur l'autre et se consolent. À 5h45 du matin, Chris quitte la maison et roule pratiquement pendant 1 heure avec le corps de sa femme décédée, allongé derrière sous les pieds de ses 2 petites filles. Rendez-vous compte de l'horreur.
Une fois arrivé au site pétrolier où il travaille, le Servi 319, il sort le corps de Shannan, enveloppé dans le drap, et la pose sur le sol, non loin de là. Toujours assises à leur place, les filles lui demandent ce qu'il est en train de faire à leur mère. Il ne se souvient pas de ce qu'il leur a répondu. Il s'approche de Céleste, s'empare de sa couverture bleue et la met sur sa tête pour l'étouffer. Assise à sa droite, Bella assiste à toute la scène, mais reste silencieuse. Une fois Céleste décédée, il la sort de la voiture et l'emmène vers un des réservoirs. Il ouvre la trappe et la glisse à l'intérieur, les pieds en premier. Il retourne à la voiture, Bella lui demande, dans une voix douce, ce qui est arrivé à Céleste et si la même chose va lui arriver. Encore aujourd'hui, il ne se souvient pas s'il a répondu. Il prend la couverture, s'approche de son aîné qui lui dit « Papa, non !» Elle se débat, puis s'immobilise. My daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me snuggle too. He reads me books. He ties my shoes. If you're a hero, blue and blue, my daddy, I love you. Oh. Il l'emmène dans le second réservoir de pétrole pour l'y plonger. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi il a séparé les filles. L'un des agents demande si elles étaient décédées avant qu'il les mette dans la citerne, car il aurait aussi pu les tuer de cette façon. Mais il répond qu'elles étaient bien décédées avant. Ce qu'il a fait à ses filles est effroyable. Aucun mot ne peut vraiment exprimer l'effroi et le dégoût que je ressens personnellement. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il retourne vers le corps de Shannan. Muni de son râteau, il commence par arracher des mauvaises herbes, mais le râteau casse. Il creuse ensuite un trou avec sa pelle qu'il croit profond, puis tire sur le drap. La dépouille de sa femme enceinte roule en dehors et atterrit dans le trou, sur le ventre. Il la laisse comme ça. Il se souvient que ses yeux étaient injectés de sang. Quelle triste fin pour Shannan, mère de famille gentille et affectueuse, ainsi que pour ses deux petites filles, adorables et innocentes. C'est horrible de se dire que cette mère a toujours tout mis en œuvre pour protéger ses filles qu'elle aimait plus que tout, mais qu'au final, elle n'a pas pu les sauver. Au final, c'est leur propre père qui leur a ôté la vie. Désormais, Chris se dit qu'il est libre de retrouver Nikki. Il ne ressent aucun remords. Il se demande s'il a mis ou non son chien dans sa cage avant de partir. À 7h40, il envoie un SMS à Shannan, lui demandant de lui dire où elle allait emmener les enfants cette journée. C'est vertigineux. À 8h, ses collègues, Chad et Melissa, arrivent sur le site. Ils sont interloqués par deux choses qui sortent de l'ordinaire. Les habits que porte Chris, l'emplacement où il a garé sa voiture. À 8h20, il appelle l'école des filles pour prévenir qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui, jour de rentrée, et qu'elle n'irait d'ailleurs plus dans cette école du tout. Juste après, il prend également contact avec un agent immobilier qu'il connaît, Anne Meadows, pour mettre en vente leur maison. Je disais plutôt que quelques jours après le drame, au moment où Chris avoue, des agents étaient déjà sur le site pour l'inspecter. Une équipe monte en haut de chaque citerne, car c'est là que se trouve la seule ouverture. Ils trouvent des mèches de cheveux et des lambeaux de peau sur les contours. D'autres agents s'occupent du corps de Shannan. Elle est enterrée à environ 7 cm sous terre. Elle est sortie de sa tombe et placée dans un sac mortuaire. Les autorisations sont données pour vider les réservoirs. Le 16 août, il faut 6 heures au secours pour drainer les citernes de pétrole. Pendant l'autopsie, le médecin soulève plusieurs points à propos de la dépouille de Shannan. L'os hyoïde n'est pas cassé, bien qu'il soit noté une contusion sur les tissus mous sur le côté droit de cet os et les muscles du cou. Il n'est pas facile de casser cet os, et le seul moyen de le faire, c'est volontairement, en exerçant une compression importante et prolongée sur la pomme d'Adam.
En médecine légale, elle est la preuve d'une mort par strangulation. Le médecin légiste n'a pas trouvé d'autres marques sur le corps. Il confirme que la cause du décès est l'asphyxie, liée à une strangulation avec les mains. Le médecin ne constate aucune trace ou violence sur le cou de Bella. Il indique que le frein labial de Bella est déchiré, ce qui a créé un grand trou. L'intérieur des gencives et de la lèvre interne de Bella sont également meurtris et elle s'est mordue la langue. Le médecin indique que ces blessures correspondent à une forte pression vers le bas sur son nez et sa bouche. Il précise que la mort de Bella fut violente, car il semble qu'elle se soit débattue. Il confirme que la cause du décès est l'asphyxie, due à un étouffement manuel. Également pour Céleste, il n'y a aucun signe de violence sur son cou ou son visage. La cause de sa mort est l'asphyxie, due à un étouffement manuel. L'autopsie réfute donc les premiers aveux de Chris, selon lesquels Shannan aurait étranglé les filles. Enfin, le médecin mesure la largeur des hanches et des épaules de Bella et de Céleste et indique que la plus petite largeur était celle de Céleste, 9 pouces et demi, soit 24 cm 13. Or, l'ouverture de la trappe du réservoir n'est que de 8 pouces de diamètre, soit 20 cm. Le trou est si petit que pour y passer les corps, Chris a dû forcer, d'où les mèches de cheveux et les lambeaux de peau retrouvés tout autour des ouvertures. Chris Watts est escorté au tribunal de Greenleigh le 21 août 2018 pour son audience de mise en accusation. Chris est inculpé de 9 chefs d'accusation en tout, 3 pour meurtre au premier degré, 2 par enfant comme, je cite, « mort d'un enfant qui n'avait pas encore atteint l'âge de 12 ans et où l'accusé était en position de confiance », 1 pour interruption illégale de grossesse et 3 pour manipulation d'un corps humain décédé. Pour information, Chris s'est vu refuser la libération sous caution lors de sa première comparution devant le tribunal. Lors de cette audience ultérieure, sa caution a été fixée à 5 millions de dollars et il lui a été demandé de verser 15% de sa caution pour être libéré, soit 750 000 dollars. Lors d'une audience le 6 novembre 2018, Chris a choisi d'accepter le deal du procureur et plaide coupable pour éviter la peine de mort. Le 19 novembre, Chris est condamné à 5 peines de prison à perpétuité, 3 consécutives et 2 concurrentes, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été condamné à 48 ans de prison supplémentaire pour l'interruption illégale de la grossesse de Shannan et à 36 ans de prison pour 3 chefs d'accusation de manipulation d'un corps décédé. Sa peine a commencé immédiatement. Le procureur dira, je cite, « L'accusé a froidement et délibérément mis fin à 4 vies ». Lors de l'audience, le père de Shannan, Frank Rusek, qualifie à plusieurs reprises Chris de monstre et de personne maléfique. Chris a été mis immédiatement en prison. Il sait qu'il est l'homme le plus détesté des États-Unis, même auprès de ses camarades de prison. Le 1er octobre, il regarde la télévision et tombe sur les actualités qui parlent de lui, et il y voit sa famille en photo. C'est la première fois qu'il les revoit depuis le jour du meurtre. Il est soudain pris d'une énorme culpabilité, se met à pleurer et à invoquer Dieu. Et c'est là que, selon lui, le démon aurait alors quitté son corps grâce à la main de Dieu et qu'il a été pardonné. Il explique depuis que des démons seraient arrivés en lui avant les meurtres et que c'est à cause d'eux s'il a tué sa famille. Le 5 décembre, il est changé de prison et est incarcéré dans un établissement à sécurité maximale dans le Wisconsin. On ne sait pas vraiment pourquoi. Là-bas, sa peine ne se passe pas très bien, et tant mieux. Chris est ostracisé par les autres détenus et les gardiens. Une source dit que, je cite, « Personne ne veut avoir affaire à lui. Il est au niveau social le plus bas de toute la prison. C'est un paria, même parmi les criminels. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il y a de nombreuses zones de flou dans cette affaire, dont nous allons parler. Malheureusement, à cause du plea deal, les investigations ont directement cessé et l'enquête a été bouclée, ce qui veut dire que beaucoup d'indices sont restés dans la nature, et que beaucoup de ceux déjà retrouvés n'ont pas été exploités. Par exemple, des données ont été récupérées sur les portables de Shannan, de Chris et de Nikki. L'enquête montre que Chris a supprimé beaucoup de messages datant de mai à août 2018,
même ceux entre lui et sa femme. Ce qu'ils ont pu comparer puisqu'ils avaient aussi son portable à elle. Mais les données de Nikki en particulier sont très intéressantes. Elle a assuré aux enquêteurs qu'elle ne savait pas que Shannan était enceinte avant sa disparition et qu'elle l'a su dans les journaux et que c'est pour ça que, se sentant trahie, elle a tout supprimé à propos de Chris sur son téléphone. Pendant une interview, quand l'enquête était encore en cours, elle a dit, je cite, « Je sais pourquoi il m'a menti, parce que si j'avais su qu'il y avait un enfant en route, je n'aurais jamais perdu mon temps avec lui. Rien de tout cela ne serait arrivé s'il m'avait simplement dit la vérité. » Or, le 4 août, elle a cherché le compte Facebook de Shannan, puis, le 11 août, elle a tapé sur Google Chris Watts, Shannan Watts et Ronnie Watts, puis a supprimé ses recherches. Mais surtout, cette déclaration a fait tiquer l'enquêteur. Comment ça, rien de tout cela ne serait arrivé ? Il lui a demandé de s'expliquer, mais le père de Nikki, Dwayne, qui assistait aussi à l'interrogatoire, empêche sa fille de répondre en disant à l'enquêteur, et en l'appelant par son prénom, qu'il dirigeait la question. Nikki aurait totalement pu répondre, la relation ne serait pas arrivée. Mais non, son père a trop peur de sa réponse et coupe court à la situation. Il a dit qu'il voulait bien répondre aux questions de la police, mais seulement si Nikki était protégée. Mais protégée de quoi, si elle n'a rien à se reprocher ? Aussi, d'après les relevés téléphoniques, le dimanche 12 août vers 22h, la veille du drame, Nikki et Chris passent 1h40 au téléphone, soit leur plus longue conversation depuis qu'ils se connaissent, mais Nikki affirme qu'elle ne se souvient pas du tout de quoi ils ont parlé. Enfin, le plus troublant pour moi, c'est que le 1er septembre 2017 et le 7 janvier 2018, elle a recherché sur Google Shannan Watts. Pour rappel, elle aurait commencé à travailler avec Chris en juin 2018. L'enquête ayant été bouclée prématurément, nous n'aurons jamais les réponses à ces interrogations. Mais vous en pensez quoi ? Est-ce que Nikki est impliquée ? Avec toutes ces informations, la question que tout le monde se pose est donc « Pourquoi ?» Chris avait une vie de rêve. Une femme belle et aimante, 2 filles incroyables, un bébé en route, une belle maison, des amis proches, une routine, un métier. Lui seul sait ce qu'il s'est passé dans sa tête ce jour-là. Mais voici mon opinion. Chris a toujours été un homme timide et introverti qui ne plaisait pas aux femmes. Il a rencontré Shannan qui, d'après moi, était en dehors de sa ligue. Ils se mettent ensemble et il n'arrive pas à croire qu'il a réussi à épouser une femme comme elle, lui qui est vu comme le bon pote, pas très malin, ni très attirant. Les années passent, la flamme s'éteint peut-être un peu entre lui et sa femme, et finalement, il devient sportif, perd beaucoup de poids et, on peut le dire, devient plus attrayant qu'avant. Il prend confiance en lui et est même dragué pour la première fois de sa vie par une femme jeune, belle et délurée. Il goûte à une nouvelle vie qu'il n'a jamais connue. Pour rappel, c'est lui qui a courtisé Shannan, qui était sa toute première relation. Pile au même moment, sa femme et ses enfants quittent la maison pour les vacances. Pour un temps, il n'a plus ni les responsabilités d'être un mari, ni celles d'être un père de famille. Pendant 5 semaines, il ne pense qu'à lui, fait ce qu'il veut sans recevoir d'ordre ou avoir d'obligation, fait du sport, drague sa collègue, part en rendez-vous. Shannan l'avait compris puisqu'elle lui a dit, je cite, « Je pense que tu as trop apprécié la vie de célibataire et que tu préfères être seul. » Le problème, c'est qu'il ne gagne pas assez bien sa vie pour quitter sa femme et ses enfants. Même s'il n'a plus à rembourser un prêt immobilier exorbitant, il devra payer des pensions alimentaires. Il sera sûrement fauché, et ça n'attire pas vraiment les femmes. Le divorce aussi aurait été houleux, et Shannan aurait toujours fait partie de la vie de Chris. Elle contrôlerait là où il irait vivre pour voir si tout était bien pour les enfants. Elle lui dirait quoi acheter pour les allergies de Céleste. Ils vont continuer à se voir, au moins 1 fois par semaine pour les enfants, pendant au moins les 18 prochaines années, sauf s'il les abandonne. Et quand il se serait mis avec Nikki, tout le monde aurait compris que c'était la raison pour laquelle il a quitté sa femme enceinte, sachant qu'en plus, Shannan irait forcément sur Facebook pour déclarer que c'était un homme infidèle. Et ça, encore une fois, ça n'attire pas vraiment les femmes. Il était coincé. Il devait quitter Shannan pour être avec Nikki, mais dans cette situation-là, il n'allait quand bien même pas avoir la vie de célibataire dont il rêvait. Chris, qui n'a jamais rien affronté de sa vie, n'a jamais géré aucun conflit ou ne s'est jamais imposé, ne voulait pas le faire avec Shannan. Il ne comptait pas lui révéler ses intentions de refaire sa vie. Il ne comptait pas l'affronter. Et surtout, il voulait pouvoir avoir sa nouvelle vie en restant la même personne aux yeux de tous, puisqu'on sait que ce que pensent les autres de lui est très important pour Chris.
Donc, la seule façon était que Shannan et les filles disparaissent. Il allait attirer la sympathie de tout le monde. Tout le monde allait prendre soin de lui. Il allait pouvoir déménager dans son petit appartement de célibataire, vendre sa maison et empocher l'argent tout seul, sans autre dépense que pour lui-même. Puis, à terme, avoir une autre relation sans que cela ne dérange personne. Certains disent qu'il est narcissique et qu'il a des problèmes d'attachement et qu'il s'attache à des femmes dominantes comme sa mère. D'abord Shannan, puis Nikki. Shannan ne faisait plus assez attention à lui et son avis ne comptait pas assez, corroboré par son manque cruel d'aplomb. Il rencontre Nikki qui lui court après, le fait le sentir spécial et à 100% lui-même, qui lui parle, l'écoute, partage ses passions. Il aurait obtenu d'elle l'approvisionnement narcissique dont il avait besoin et s'est facilement désintéressé de Shannan et des enfants. Également, dans l'une de ses confessions, il a même dit qu'il avait toujours voulu des enfants qu'il aimerait, comme si le but de leur existence était de lui fournir de l'amour et de l'admiration. Quand il a rejoint sa famille en vacances, ses filles ne faisaient pas très attention à lui, voire le repoussaient parfois, d'après Frank, le père de Shannan. Et Chris l'a très mal vécu. Lors des derniers jours de la vie de ses filles, Shannan était en voyage d'affaires, et Chris a raconté lui-même que ses filles ne faisaient que demander leur mère. Il va même jusqu'à préciser que le soir où Shannan est rentrée plus tard que prévu, Bella ne voulait pas dormir pour l'attendre. Et si cela l'avait enragée ? Enfin, une des théories que j'ai lues est que certains vont même jusqu'à dire qu'il comptait faire passer le décès de Shannan et de ses filles pour un accident sur le site pétrolier. Je m'explique. Quelques années plus tôt, une importante explosion, imputée à Anadarko, la société où travaille Chris, avait tué plusieurs habitants des environs et causé des millions de dollars de dégâts matériels. Souvenez-vous, Chris a mis dans son camion ce matin-là un bidon d'essence. Et s'il avait voulu créer une explosion sur le site Servi 319 ? Surtout que, par coïncidence, une fuite avait été signalée sur ce site le vendredi 10 août et qu'il s'est porté volontaire pour traiter lui-même le problème le lundi matin à la première heure. Peut-être s'est-il dit qu'une nouvelle explosion détruirait toutes les preuves de son méfait, mais qu'on retrouverait quand même les corps ? Puis, il aurait poursuivi en justice Anadarko pour la perte de sa famille, ce qui lui permettrait de devenir riche et d'être plaint par le public. Bon, il y a clairement des défauts dans cette théorie, dont au moins le fait que 1. Il avait de grandes chances de mourir en même temps, et 2. Comment expliquer la présence de ses filles et de sa femme sur un site professionnel interdit au public. Alors, vous en pensez quoi ? Préméditation ou coup de folie ? Dans sa cellule, il a accroché des photos de sa femme et de ses 2 filles. Il assure qu'il leur parle, matin et soir. Traîne également un livre, celui qu'il avait l'habitude de lire à Céleste, qu'il continue d'ailleurs à lui lire. Il dit que tous les jours, à chaque fois qu'il ferme les yeux, il entend sa fille Bella dire « Papa, non !» Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que malgré toutes les évidences et l'aveu de Chris, les Américains se divisent en 2 catégories. Les pro-Shannan qui croient à la culpabilité de Chris et le fait qu'il a tué sa famille, et les pro-Chris qui sont persuadés que la version qu'il a donnée comme quoi c'est Shannan qui a tué les filles et que c'est pour cela que Chris l'a tué est valide. D'ailleurs, sa mère profite de chaque interview pour entretenir la haine envers Shannan et sa famille, qui de son côté est harcelée tous les jours. Ils reçoivent même des menaces de mort. Des gens salissent la mémoire de Shannan, des groupes Facebook sont créés pour cracher sur elle parce qu'elle était autoritaire, présente sur les médias, qu'elle travaillait pour une MLM, etc. C'est pour cela que la famille de Shannan a accepté de participer au documentaire Netflix sur cette histoire, pour rappeler à tous que les victimes, ce sont Shannan et ses 2 filles. Alors qu'on soit d'accord, personne n'est parfait, Shannan avait des défauts, comme Chris, comme tout le monde. Elle était peut-être difficile à vivre, peut-être autoritaire, voire castratrice selon certains, mais ça ne justifie pas ni ne rend moins monstrueux son meurtre et celui de ses filles. Elle ne l'a pas poussé à le tuer, elle ne méritait pas de finir comme ça. J'ai lu une phrase pendant mes recherches qui m'a beaucoup touchée. Je cite « Il a tué ce que de nombreuses personnes tueraient pour ». Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire de Shannan, Bella et Céleste Watts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, abonnez-vous.